Bienvenue sur la chaîne YouTube, où vous trouverez des histoires pour mieux dormir. Baissez un peu la luminosité, mettez le volume à un niveau doux et laissez la nuit commencer. Lyon avait cette manière de faire croire que tout était sous contrôle. Des quais propres, des façades sages, des places où la lumière tombe pile comme dans une brochure. Mais dès qu'on sortait des axes brillants, la ville redevenait un labyrinthe. Des traboules qui coupent les rues comme des raccourcis secrets, des cours intérieurs où l'écho garde la mémoire des pas, et cette Saône noire, lente, qui semble toujours savoir quelque chose avant vous. Ce soir-là, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, on n'inaugurait pas une exposition, on inaugurait un événement. La pièce centrale, celle qui avait fait venir les journalistes, les mécènes, les élus, c'était un objet minuscule comparé à son bruit. Un masque funéraire en or, une relique attribuée à un prince oublié, surnommé par la presse le masque du fleuve. Dans les dossiers officiels, c'était plus sobre. Masque rituel, provenance incertaine, prêt exceptionnel. Dans les couloirs, c'était un mot qui collait aux lèvres. Problème. Élise Vanier ne disait jamais problème. Elle disait point de vigilance. Conservatrice, 36 ans, regard clair mais fatigué. Elle avait appris à gérer l'enthousiasme des gens riches et l'inquiétude des gens sérieux. Depuis 2 semaines, elle dormait mal. Pas à cause de la charge de travail, à cause d'un détail. Le masque avait une histoire trop propre. On l'avait retrouvé dans une collection privée, puis authentifié par une fondation, puis proposé au Musée des Beaux-Arts via un mécénat. Tout était élégant, tout était documenté, tout était plausible. Et pourtant, chaque fois qu'Élise relisait la chaîne de provenance, elle avait l'impression de regarder une photo retouchée. Ça ressemble à la réalité, mais ça sonne faux. En face d'elle, Romain Keller, chef de la sécurité du musée, avait l'air d'un type qu'on n'impressionne pas. 45 ans, corps sec, ton calme. Il avait vu des vols, des tentatives, des incidents, mais il n'avait jamais vu une pièce attirer autant de tension silencieuse. « Les invités entrent à 19h, dit-il. Les salles sont sous double contrôle. On a renforcé sans que ça se voie. »« Sans que ça se voie, » répéta Élise. Romain hocha la tête. Quand ça se voit, c'est déjà trop tard. L'inauguration commença comme un film bien réglé. Champagne, flash, discours, rire. Le musée, d'habitude paisible, ressemblait à une scène. Le masque, lui, restait dans une vitrine de verre épais, sous une lumière chaude qui le faisait briller comme une promesse. Autour, les gens prenaient des photos, se penchaient, chuchotaient. On dirait qu'ils nous regardent. Élise n'aimait pas cette phrase. Elle la trouvait trop vraie. Vers 20h30, elle remarqua un homme qui ne ressemblait pas aux autres. Pas mal habillé, mais pas soirée de mécène. Il ne parlait pas. Il observait. Et surtout, il ne regardait pas le masque comme un objet. Il le regardait comme une personne. Quand leurs yeux se croisèrent, l'homme esquissa un sourire minuscule, puis détourna la tête comme si rien ne s'était passé. Élise sentit une pointe froide lui monter dans la nuque. Elle chercha Romain du regard. Il était déjà en train de scanner la salle. L'homme sortit par une porte latérale, calmement. Élise hésita une seconde, puis le suivit. Elle traversa un couloir de service, poussa une porte et se retrouva dans une cour intérieure du musée. L'air était plus humide. La ville semblait plus loin. Et là, dans l'ombre, l'homme l'attendait. « Madame Vanier », dit-il. Il connaissait son nom. Élise sentit sa gorge se serrer, mais elle refusa de reculer. « Vous êtes qui ?»« Je m'appelle Vincent Marais. » Un nom banal, trop banal.
Pourquoi vous me suivez » Vincent Marais prit le temps de choisir ses mots. « Parce que vous êtes la seule ici qui sent que quelque chose cloche. » Élise serra les dents. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Vincent sortit une enveloppe de sa poche. Pas une menace, pas un papier agressif, une enveloppe propre, presque administrative. Lisez ça, et surtout, ne le lisez pas ici. Élise ne bougea pas. C'est quoi ? Une vérité qui va vous rendre la nuit difficile. Il la fixa, sans agressivité, mais sans doute. Le masque ne vous a pas été prêté. Il vous a été placé. Élise sentit un vertige bref. Placé par qui ? Vincent répondit. Par des gens qui ne veulent pas qu'il reste sous verre. Un bruit de pas résonna derrière elle. Romain venait d'ouvrir la porte de la cour. Il avait ce regard dur, professionnel, qui dit « Vous n'auriez pas dû être là. » « Madame Vanier, tout va bien ?» Vincent fit un pas en arrière, comme s'il savait déjà qu'il était de trop. « Je dois y aller, » dit-il simplement. « Mais, je vous en supplie, ouvrez l'enveloppe avant qu'il ne se serve de vous. » Puis il disparut par une porte secondaire, sans courir, sans drame, comme quelqu'un qui sait que courir attire les regards. Élise resta un instant immobile. Romain s'approcha. Qui c'était ? Élise regarda l'enveloppe dans sa main. Elle aurait voulu mentir, mais elle n'avait pas l'énergie. Quelqu'un qui dit que le masque est un piège. Romain la fixa. Un piège comment ? Élise souffla. Je ne sais pas encore. Romain prit une décision immédiate. On coupe la soirée plus tôt. On vide la salle progressivement. Et vous restez avec moi. Élise voulut protester, mais le ton de Romain ne laissait pas de place à l'ego. D'accord. À l'intérieur, l'ambiance restait festive. Personne ne savait. Et c'est toujours comme ça. Les drames commencent quand personne ne sait. À 21h05, Élise s'enferma dans son bureau et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des copies de documents, des lettres, des scans de registres, une chaîne de possessions différentes, et surtout une phrase, sur une feuille à part, imprimée en noir. Ce masque a été arraché au fleuve. Le fleuve le réclame. Élise relut. Sa main tremblait légèrement. Ce n'était pas du mystique, c'était un message codé. Quelqu'un revendiquait l'objet, mais pas au sens marché noir, au sens réparation. Elle sortit précipitamment et rejoignit Romain au poste de sécurité. Romain, il y a des gens qui veulent le reprendre. Romain ne demanda pas qui, il demanda quand. Cette nuit, dit Élise, sans même savoir pourquoi elle était certaine. Romain prit sa radio. On passe en mode fermé dès 22h, double ronde. Personne ne reste seul dans les couloirs. Et vérifiez tous les badges prestataires. Tous. Le musée commença à se vider. Les derniers invités partirent en se plaignant doucement. Déjà, les équipes de nettoyage arrivèrent. Les agents refermèrent les accès. Lion dehors continuait. À l'intérieur, le musée se transforma en coffre. Et pourtant, vers 22h37, une alarme silencieuse clignota. Pas une alarme qui hurle, une alarme qui signale une anomalie, une porte de service ouverte, puis refermée trop vite. Romain la vit sur l'écran. Son visage se ferma. On a quelqu'un. Élise sentit son cœur accélérer. Romain appuya sur sa radio. Couloir nord, porte 3. Je veux une vérif immédiate. Un agent répondit. Bruit de pas. Silence. Puis une voix, plus tendue. Romain, il y a quelque chose d'étrange. La caméra. Elle boucle. Élise pâlit. Elle boucle. Romain serra les poings. Une boucle, ça voulait dire une chose. Quelqu'un voulait cacher un mouvement. Et s'il cachait un mouvement, c'est qu'il bougeait maintenant. Romain se tourna vers Élise.
Où est le masque en ce moment ? Toujours dans la salle principale. Élise hocha la tête. Oui. Romain répondit immédiatement. Alors on va le bouger. Maintenant. Élise ouvrit la bouche. Mais le protocole ? Romain la coupa. Le protocole, c'est pour les jours normaux. Là, on est dans une nuit qui ne veut pas être normale. Ils partirent à deux, accompagnés de 2 agents, vers la salle. Les couloirs étaient vides, mais les ombres semblaient plus épaisses. Les tableaux sur les murs paraissaient les suivre du regard. Élise détesta cette idée. Arrivé devant la vitrine, Romain sortit une clé et commença la procédure de sécurisation. Chaque geste semblait trop bruyant, chaque seconde trop lente. Et au moment où la vitrine s'ouvrit, Élise entendit un son qu'elle n'aurait jamais voulu entendre dans un musée fermé. Un petit clic métallique dans l'obscurité du couloir derrière eux. Quelqu'un venait de verrouiller une porte. Romain se tourna d'un coup, lampe en main. Le faisceau coupa l'air, révéla rien. Mais Élise sentit une présence, comme un souffle. Puis une voix, calme, masculine, résonna depuis l'ombre. « Ne bougez pas, ce n'est pas contre vous. » Élise sentit sa peau se couvrir de froid. Romain murmura « Qui êtes-vous » La voix répondit « Quelqu'un qui rend ce qui a été pris. » Et l'ombre fit un pas. La voix avait ce calme qui fait plus peur que la menace. Pas de cri, pas de nervosité, juste une certitude posée dans l'air, comme si le musée lui appartenait déjà. « Ne bougez pas, ce n'est pas contre vous. » Élise sentit ses doigts se crisper sur le rebord de la vitrine ouverte. Elle était à une demi-seconde de paniquer, et cette demi-seconde semblait durer 1 minute entière. À côté d'elle, Romain Quellure ne répondit pas tout de suite. Il pivota lentement, lampe en main, comme on tourne une page qu'on n'a pas envie de lire. Le faisceau balaya le couloir. Il accrocha le cadre d'un tableau, le rebord d'une porte, une pile de caisses de scénographie, puis un visage. Un homme, trentaine avancée, silhouette fine, capuche relevée mais pas de cagoule, pas d'arme visible. Ses mains étaient ouvertes, paumes vers eux, comme un geste de « je viens en paix ». Ça n'avait rien de rassurant. Dans un endroit comme un musée fermé, au milieu de la nuit, la paix est souvent un masque. Romain parla enfin, voix basse, métallique. « Vous êtes dans une zone sécurisée. Vous n'êtes pas censé être là. » L'homme hocha la tête, comme si Romain venait de dire une évidence. « Je sais. » Élise remarqua un détail. Il ne regardait pas Romain. Il regardait la vitrine, le masque, comme si tout le reste était un décor. « Qui êtes-vous » répéta Romain. L'homme hésita, puis répondit « Appelez-moi Sacha. » Romain ne réagit pas au prénom. Il savait que les prénoms dans ce genre de situation sont rarement vrais. Il fit un pas de côté, discret, pour se placer entre l'intrus et Élise. « Qu'est-ce que vous voulez » Sacha inspira. Sa voix resta calme. « Vous avez un objet qui ne vous appartient pas. » Élise eut un réflexe de colère. « Vous ne savez pas ce que vous dites ?» Sacha la regarda enfin. Pas un regard agressif. Un regard triste. « Madame Vanier, j'ai lu vos articles. Je sais que vous n'êtes pas une voleuse. Mais le masque, lui, a été volé et mis sous lumière pour le rendre acceptable. » Élise sentit son estomac se nouer. Les documents dans l'enveloppe, la phrase « Le fleuve le réclame », tout se recollait. Romain coupa court. « Vous allez sortir, maintenant. Et si vous faites un geste de plus, j'appelle la police. » Sacha sourit à peine, comme si la police était déjà une variable prévue. « Vous pouvez appeler, mais regardez autour de vous. » Romain ne bougea pas. Élise, elle, sentit l'air changer. Un frisson. Elle tourna la tête, instinctivement. Dans l'ombre à l'autre bout du couloir,
Une seconde silhouette venait d'apparaître, puis une troisième, plus loin, presque invisible. Pas des hommes qui courent, des présences, comme si le musée, d'un coup, avait été rempli de personnes qui n'existaient pas 2 minutes avant. Romain serra la lampe plus fort. « Combien vous êtes ?» Sacha répondit sans fierté. « Assez pour que ça se fasse sans violence, si vous coopérez. » Le mot « violence » claqua dans la tête d'Élise. Elle sentit sa gorge se serrer. « Je ne veux pas de violence, » dit-elle, presque malgré elle. Sacha hocha la tête. « Moi non plus. » Romain, lui, était déjà en mode décision. « Vous ne toucherez pas au masque. » Sacha posa ses yeux sur Romain. « On va. » Il y eut un silence lourd, où chacun évaluait le point de rupture. Puis Sacha parla, plus doucement. « Écoutez, on ne veut pas vous humilier, on ne veut pas vous blesser, on veut l'objet, rien d'autre. » Romain répondit « C'est exactement ce que dira un voleur. » Sacha eut un sourire bref, fatigué. Les mots ne changent pas les faits. Le fait, c'est que le masque a été sorti de son contexte par des gens puissants et que ce musée, malgré lui, est devenu leur vitrine. Élise sentit un vertige. Elle pensa à la fondation, aux signatures propres, au sourire poli. Elle pensa à ce que Vincent Marais avait dit. « Le masque ne vous a pas été prêté, il vous a été placé. »« Romain, » murmura-t-elle. Romain ne la regarda pas. « Élise, ne parle pas, laisse-moi gérer. » Sacha fit un pas de plus. Romain leva la lampe plus haut, comme un avertissement. Et là, quelque chose se produisit. Un petit bruit sec, un tac presque inaudible. Puis la lumière du couloir clignota. Une seconde d'obscurité. Puis la lumière revint. Mais dans cette seconde, tout avait basculé. Les silhouettes dans l'ombre s'étaient redéplacées. Romain sentit une présence derrière lui, pivota, trop tard. Une main attrapa son avant-bras, pas pour le frapper, pour le retenir. Une seconde main se posa sur son épaule. Élise recula, paniquée. « Romain !» Romain se dégagea d'un coup, sec, entraîné. Mais on ne cherchait pas à le plaquer au sol. On cherchait juste à l'empêcher d'être un mur. Sacha, lui, s'approcha de la vitrine. Lentement. « Stop !» cria Élise, la voix trop aiguë dans le couloir vide. Sacha s'arrêta net. « Madame Vanier, je vous jure, si vous restez immobile, personne ne sera blessé. Le problème, c'est que quand quelqu'un dit « je vous jure », c'est rarement une promesse, c'est une pression. » Élise sentit son cœur battre dans ses tempes. Et pourtant, au milieu de la peur, une autre sensation monta. La lucidité. Ce qu'elle vivait n'était pas un braquage classique. C'était une mise en scène, une récupération annoncée, un acte. Et si c'était un acte, alors elle pouvait peut-être influencer la fin. « Attendez, » dit-elle, la voix plus posée qu'elle ne se sentait. Tout le monde se figea. Même Romain, surpris, tourna légèrement la tête. Sacha la regarda. « Quoi ?» Élise inspira. « Si vous le prenez, vous devenez exactement ce que vous prétendez combattre. » Sacha ne répondit pas tout de suite. On aurait dit qu'il cherchait une réplique, mais pas une réplique de voleur. Une réplique de quelqu'un qui se croit juste. « On l'a déjà été, » dit-il finalement. « Le monde nous a déjà mis dans cette case. Alors, autant faire ce qu'on doit faire. » Élise sentit une colère froide. « Ce qu'on doit faire, vous parlez comme si c'était écrit. » Sacha s'approcha d'un pas. « C'est écrit depuis longtemps. Ce masque est un symbole. Et les symboles, ça revient toujours à la surface. » Il tendit la main vers le masque. Et à cet instant précis, la radio de Romain grésilla. Un bruit parasite, puis une voix d'agent, tendue. « Romain, on a une anomalie dans la cour intérieure. Quelqu'un a forcé une issue. » Romain cria « Verrouillez !»
personne ne sort. Sacha leva les yeux, comme s'il venait d'obtenir exactement ce qu'il voulait. « Trop tard, dit-il. » Élise sentit une sueur froide, une issue forcée, donc une diversion. Donc, pendant qu'il fixait Sacha, quelqu'un d'autre était déjà en train de faire quelque chose ailleurs. « Romain, le masque ?» murmura-t-elle. Romain comprit en une fraction. Ses yeux se durcirent. « C'est une diversion. Vous n'êtes pas le principal. » Sacha ne nia pas. « Je ne suis pas le principal, non. » Et c'est là qu'Élise réalisa l'horreur. Ce n'était pas un braquage, c'était une chorégraphie. Sacha était là pour occuper les yeux, pour forcer un choix. Et pendant ce temps, le vrai mouvement se faisait ailleurs. Romain hurla dans sa radio. « Tous les accès sur la salle des antiquités, maintenant. Je veux un visuel. » Les silhouettes près de lui se dispersèrent légèrement, comme si elles avaient obtenu leur timing. Sacha, lui, recula d'un pas. « On se reverra, Madame Vanier. » Élise éclata. « Pourquoi moi? Pourquoi me parler? Pourquoi ne pas juste prendre et partir ?» Sacha la fixa avec une intensité étrange. « Parce que vous êtes la seule ici qui peut raconter la vérité sans que ça devienne une guerre. » Puis il fit demi-tour et disparut dans le couloir, avalé par les ombres, suivi par deux silhouettes. Romain se libéra complètement et partit en courant. Élise derrière lui malgré sa peur. Les couloirs semblaient se resserrer. Les portes, d'habitude rassurantes, devenaient des pièges. Ils traversèrent une salle de tableaux, puis une autre, puis une enfilade, où les pas résonnaient trop fort. Arrivé au poste de sécurité, l'agent était livide. Ils ont coupé la caméra 4 pendant 10 secondes. Juste 10. Romain frappa du poing sur la table. 10 secondes suffisent. Élise se pencha vers l'écran. Caméra 4 donnait sur un couloir secondaire, celui qui menait à une pièce de stockage temporaire. Pas la salle du masque, pas la vitrine. Un endroit moins évident. Un endroit où on met ce qu'on ne veut pas montrer. « Pourquoi là ?» murmura Élise. Romain ne répondit pas. Il avait déjà compris. Quelqu'un avait accès à des informations internes. Quelqu'un savait où se trouvait ce qui comptait vraiment. « Où est le masque ?» demanda Élise. Romain prit une seconde, puis dit « Toujours dans la vitrine. On ne l'a pas déplacé. » Élise sentit un choc. Alors, le coup ailleurs, c'était pourquoi? Romain murmura « Pour autre chose ». Et à cet instant, une pensée la traversa, brutale. Et si le masque n'était pas le vrai objectif? À 23h18, la police arriva. Pas en parade. Discrètement, mais assez pour changer la température de l'air. Une capitaine entra dans le musée avec l'assurance d'une femme qui n'a pas besoin de se présenter. Élise la reconnut. Noémie Darzac, brigade spécialisée en trafics patrimoniaux. Une réputation de précision, une réputation de patience. Et la patience, dans ce genre de nuit, ressemble à une arme. Noémie regarda Romain, puis Élise. « Expliquez-moi depuis le début, dit-elle. » Romain parla vite, sec, sans émotion. Intrusion. Individu se faisant appeler Sacha. Plusieurs silhouettes. Diversion. Caméra boucle 10 secondes. Issue forcée. Noémie demanda « Violence ?» Romain répondit « Non. Contrôle. Ils nous ont contenus, pas agressés. » Noémie plissa les yeux. « Donc, ce n'est pas une équipe qui panique, c'est une équipe qui maîtrise. » Élise intervint hésitante. « Il m'a parlé. Il m'a dit que le masque avait été placé, que le fleuve le réclame. » Noémie la fixa. « Le fleuve ?» Élise sortit l'enveloppe de Vincent Marais, celle qu'elle avait gardée dans son sac comme une bombe. « J'ai reçu ça ce soir, provenance alternative. Des documents qui contredisent le dossier officiel. » Noémie prit les feuilles,
les parcourut. Son visage se ferma progressivement, comme quelqu'un qui lit une mauvaise nouvelle déjà soupçonnée. « Cette fondation, dit-elle, je la connais. » Romain demanda. « Dans quel sens ?» Noémie répondit. « Dans le sens où elle apparaît souvent quand un objet réapparaît avec un dossier trop propre. » Élise sentit une nausée. « Vous voulez dire qu'on s'est fait manipuler ?» Noémie ne dit pas oui, elle dit pire. Je dis que quelqu'un veut que votre musée serve de tampon de légitimité. Et ce genre de gens détestent perdre le contrôle du récit. Romain se raidit. Donc, l'intrusion, c'était pour voler le masque ? Noémie secoua la tête. Peut-être, mais je ne crois pas que ce soit le seul objectif. Élise demanda, voix basse. Alors, c'était quoi ? Noémie posa les documents sur la table, puis regarda Élise droit dans les yeux. Il cherche quelque chose qu'on ne voit pas, ou quelqu'un. Élise sentit son cœur se serrer. Quelqu'un ? Noémie hocha la tête. Les vols d'art, c'est parfois de l'argent. Mais parfois, c'est une guerre de propriété. Et dans une guerre, on ne prend pas seulement un objet. On prend un témoin, un conservateur, un expert, quelqu'un qui peut faire basculer l'opinion. Romain se tourna vers Élise, le visage dur. « Tu ne sors pas d'ici ?» Élise avala sa salive. « Je ne compte pas sortir. » Noémie, elle, prit sa radio. « On verrouille le périmètre, on fouille les issues, et je veux un point sur tous les prestataires présents aujourd'hui. » « Tous. » Un agent répondit. « Reçu. » Le musée était désormais un piège, mais un piège peut se retourner. Et Élise sentait que ça, c'était exactement ce que les intrus avaient prévu. Minuit 17, alors que tout le monde se concentrait sur la vitrine, sur le masque, sur les caméras, un agent de nettoyage arriva au poste de sécurité, paniqué. « On a trouvé quelque chose, » dit-il. Romain se leva d'un bond. « Où ?» Salle de stockage temporaire, celle près de la cour. Noémie et Romain suivirent l'agent. Élise aussi, malgré les protestations. Ils entrèrent dans la salle. Au sol, il y avait une caisse ouverte. À l'intérieur, une série de dossiers, des copies, des photos et un petit enregistreur. Noémie le prit, appuya sur lecture. Une voix masculine remplit la pièce, calme, posée. La voix de Vincent Marais. « Si vous écoutez ceci, c'est que le masque n'était pas le vrai but. Le vrai but, c'est la preuve. La preuve que l'objet a été blanchi. La preuve que des gens puissants se servent de la culture pour effacer la violence. Ils veulent que vous choisissiez, taire ou révéler. Et ce choix va vous coûter. » Élise sentit un froid la traverser. Romain murmura. C'était prévu. Noémie arrêta l'enregistrement. Son visage était fermé. « Ils ont laissé ça volontairement, dit-elle. »« Pourquoi ?» demanda Élise. Noémie la regarda. « Parce qu'ils veulent que vous jouiez un rôle. Ils vous mettent au centre. » Élise sentit la colère monter. « Je ne suis pas un pion. » Noémie répondit. « Cette nuit, tout le monde est un pion. La différence, c'est que certains pions savent qu'ils le sont. » Élise regarda la caisse, les documents, les photos. Ça ressemblait à une bombe médiatique, à un scandale. Et à ce moment-là, un bruit retentit au loin dans le musée. Pas une alarme, un claquement sec. Puis un deuxième. Romain se raidit. Ça vient de la salle principale. Ils repartirent en courant. La peur d'Élise n'était plus celle d'un vol. C'était celle d'une révélation. Ils arrivèrent dans la salle du masque. La vitrine était toujours là, intacte. Le masque brillait encore sous la lumière. Romain souffla, presque soulagé. « Il est là !» Noémie ne bougea pas. Elle s'approcha lentement, regarda le masque, puis la vitrine, puis les angles. « Il est là !» Oui. Puis elle murmura une phrase qui fit s'écrouler le sol sous Élise.
Mais est-ce que c'est lui ? Élise sentit son cœur s'arrêter. Romain fronça les sourcils. Quoi ? Noémie pointa un détail minuscule. Une micro-rayure sur le bord du masque. Un détail que seule une spécialiste pouvait remarquer et qui ne figurait pas dans les photos d'archives. Élise s'approcha, incapable de respirer. Et elle comprit. Le masque n'avait pas disparu. Il avait été remplacé. Pendant que tout le monde regardait ailleurs, Noémie se tourna vers eux, froide. Ils l'ont déjà. Romain frappa la vitrine du plat de la main, rageux. Impossible. On était là. Noémie répondit, « Ce qui est impossible, c'est exactement ce qu'ils veulent que vous ressentiez. » Élise sentit une faiblesse dans ses jambes. « Mais comment ?» Noémie la fixa. « Je m'en fous du comment pour l'instant. Je veux le pourquoi. Et je crois qu'on vient de le trouver. » Elle désigna la caisse, les documents, l'enregistreur. Ils ne veulent pas seulement l'objet, ils veulent la tempête qui va suivre. Ils veulent que le musée explose. Mais pas en verre, en réputation. Élise sentit une panique nouvelle, plus vaste. Ce n'était pas un vol, c'était une guerre d'images. Et elle, Élise, était désormais l'étincelle. Noémie prit son téléphone. « Je veux un barrage aux sorties de Lyon. Et je veux le nom de la fondation, maintenant. On va remonter jusqu'au cerveau. » Romain, lui, regarda Élise. « Vincent Marais. Il est où ?» Élise murmura. « Je ne sais pas. » Noémie répondit. « Si, quelqu'un sait. Et je parie que c'est lui. » Elle se tourna vers Élise, voix sèche. « Madame Vanier, vous venez avec moi, parce que vous êtes devenue la clé. » Élise sentit son ventre se nouer. « La clé de quoi ?» Noémie répondit. « De la vérité et du piège. » Et dans l'ombre du musée, quelque part, un téléphone vibra chez quelqu'un. Un message, court, froid. À partir du moment où Noémie Darzac prononça « Ils l'ont déjà », le musée cessa d'être un lieu culturel. Il devint une scène de crime. Les tableaux sur les murs n'étaient plus des œuvres, ils étaient des témoins muets. Les couloirs n'étaient plus des passages, ils étaient des trajectoires possibles. Et chaque porte, même la plus banale, devint une question. Romain Keller avait le visage fermé, les yeux injectés de fatigue et de rage. Il revoyait la salle, la vitrine, les secondes de noir, les 10 secondes de caméra. Il avait construit sa carrière sur une idée simple. Tout mouvement laisse une trace. Et là, quelqu'un venait de lui prouver l'inverse. Noémie, elle, ne s'autorisait pas la rage. Elle transformait tout en action. « On gèle le bâtiment », dit-elle dans sa radio. « Personne ne sort sans être vu. Et je veux les listes de prestataires, de traiteurs, d'agents temporaires. » Maintenant, un agent répondit, essoufflé. « Reçu. » Élise Vanier se tenait près de la vitrine. Elle fixait le masque, ou plutôt la chose qui ressemblait au masque. L'imitation était parfaite pour un œil normal. Mais Élise n'avait pas un œil normal. Elle avait l'œil d'une conservatrice, entraînée à repérer les micro-défauts comme on repère un mensonge dans une phrase. Elle eut un réflexe presque idiot. Elle posa la main sur le verre, comme si elle pouvait sentir la différence à travers. « Ils l'ont remplacé quand ?» murmura-t-elle. Romain répondit d'une voix qui tremblait de colère. « Pendant la coupure, pendant qu'on courait comme des idiots. » Noémie coupa. « Non, ils ont pu le faire sans la coupure. La coupure, c'était peut-être un écran. Le remplacement peut avoir eu lieu plus tôt, ou plus tard. On ne se fixe pas sur un moment. On pense à la chaîne. » Elle se tourna vers Élise. « Venez. »« Où ?» demanda Élise. « Dans votre bureau.
Vous allez me donner tout ce que vous avez sur la fondation et sur la provenance. Et vous allez me dire qui, dans ce musée, a eu accès à la vitrine ces dernières 48 heures. » Romain intervint, tendu. « Vous l'emmenez ? Elle est en danger. » Noémie hocha la tête. « Oui, mais elle est plus en danger ici, à attendre qu'il décide du prochain coup. » Le mot « prochain » claqua comme une gifle. Élise sentit sa gorge se serrer. « Il y aura un prochain coup. » Noémie la fixa. Ils ont laissé un message. Ils ont laissé un enregistreur. Ils ont remplacé l'objet au lieu de le casser. Ce n'est pas un vol qui fuit. C'est une opération qui construit quelque chose. Donc oui, il y aura une suite. Dans le bureau d'Élise, la lumière du néon rendait tout plus cruel. Les dossiers empilés sur une table n'étaient plus des papiers, c'étaient des armes potentielles. Élise sortit le dossier du prêt. Contrat, scan de certificat, attestation d'expert, justificatif d'assurance. Tout était parfait. Noémie feuilletait vite, sans s'attarder sur le vernis. Elle cherchait l'erreur humaine, une signature trop pressée, un tampon réutilisé, un mail mal formulé, un nom qui revient. « Fondation Orphée », murmura Noémie. « Je la vois souvent, jamais au bon endroit. » Elle leva les yeux. « Qui est votre contact ?» Élise hésita. « Un homme, Arnaud Giraud. Il se présente comme directeur des relations institutionnelles. » Noémie nota. « Vous l'avez rencontré ?»« Oui, 2 fois. Toujours dans des lieux publics, toujours très poli, trop poli. » Romain, derrière, grommela. « Les gens polis volent mieux. » Noémie ignora la remarque et demanda. « Qui a validé l'expertise ?» Élise répondit. « 2 experts externes et une contre-expertise interne, mais seulement sur photographies et mesures, parce que l'objet est arrivé tard. » Elle s'arrêta. Un détail l'attrapa comme une main. « Il est arrivé tard. » Noémie leva les yeux. « Comment ça ?» Élise reprit. « La caisse est arrivée le jour même de l'inauguration. Un transport exceptionnel. On a dû accélérer certains contrôles. Romain n'était pas content, mais la direction... » Romain serra les dents. La direction voulait le show. Noémie posa le dossier. Donc, la fenêtre parfaite. Un objet arrive tard, l'équipe est sous pression, la direction veut des photos, les procédures se compressent. Classique. Elle fit une pause, puis demanda. « La caisse. Qui l'a réceptionnée ?»« Non. » Romain répondit immédiatement. « Moi, 2 agents. Et un logisticien externe. Lyon Transart. » Noémie se tourna vers l'agent à la porte. « Je veux le nom du logisticien, le conducteur. » Maintenant. L'agent partit. Élise, elle, fixait les documents. Une sensation étrange remontait, la certitude qu'elle avait accepté un récit parce qu'elle voulait y croire, parce que le masque était magnifique, parce que l'événement était important, parce que Lyon méritait un objet phare. La vanité institutionnelle, la faille la plus simple. « Il y avait quelqu'un ce soir, » dit Élise, comme si elle parlait à elle-même. « Un homme. Il s'appelait Vincent Marais. Il m'a donné une enveloppe. Puis il a disparu. » Noémie se figea. « Vincent Marais ?» Romain se tourna, surpris. « Tu ne l'avais pas dit ?» Élise répondit, honteuse. « Je n'étais pas sûre. Je pensais que c'était un fou. » Noémie prit son téléphone et tapa vite. Son visage se ferma. Vincent Marais. Ce nom apparaît dans un vieux dossier. Pas un braqueur. Un intermédiaire. Un type qui a joué entre récupération patrimoniale et trafic. Il se présente souvent comme un justicier. Mais derrière, ça finit rarement propre. Élise sentit un froid. « Donc il est avec eux ?» Noémie ne répondit pas directement. « Je dis qu'il est dedans, soit comme relais, soit comme écran, soit comme couteau qui croit servir une cause. »
Romain murmura « Ou comme gars qui veut être un héros ». Noémie se tourna vers Élise. « Il vous a dit quoi exactement ?» Élise avala sa salive. Que le masque avait été placé, que le fleuve le réclamait, et que j'étais la seule à sentir que ça clochait. Noémie hocha la tête lentement. « Ils vous ont choisi, pas pour votre peur, pour votre crédibilité. » Elle posa une question qui fit mal. « Est-ce que vous seriez prête à dénoncer publiquement la Fondation si vous aviez la preuve ?» Élise resta muette, parce que la question n'était pas théorique, elle était imminente. Romain intervint, sec. « On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour récupérer l'objet. » Noémie le fixa. « Romain, l'objet est déjà parti. Là, on est sur 2 fronts, récupérer et empêcher qu'ils écrivent l'histoire à notre place. » À 2h06 du matin, la liste des prestataires arriva. Noémie l'étala sur la table. Beaucoup de noms, trop de noms. Elle prit un surligneur et entoura 3 éléments. Un agent de sécurité temporaire, un technicien lumière et un assistant logistique, dont le nom sonnait faux. Mathias R. « Celui-là, dit-elle. Je le sens pas. » Romain se pencha. « Pourquoi ?» Noémie pointa une incohérence. Pas de numéro de badge complet et un contrat signé à la dernière minute. Le dernier moment, c'est la signature du diable. Elle se leva. « On va le retrouver. Maintenant. » Romain protesta. « À 2h du mat ? Où ?» Noémie répondit. « Lyon est une ville de portes. Et ces gens-là aiment les portes. Ils n'ont pas pu sortir par magie. Ils ont un véhicule, un point de rendez-vous, une cache temporaire. Ils n'ont pas encore livré l'objet. Pas cette nuit. » Élise demanda, incertaine. « Comment vous pouvez être sûre ?» Noémie la regarda. « Parce qu'un remplacement parfait, ça coûte du temps. Et si ça coûte du temps, c'est que leur vraie opération est plus grande qu'un simple départ. Ils vont attendre un moment sûr pour sortir de la ville. Ils ont une cache. On va la trouver. » Ils quittèrent le musée avec discrétion. 2 voitures banalisées. Pas de sirène, pas de cinéma. Juste des radios basses et une tension qui serre les épaules. Noémie avait choisi de garder Élise avec elle. Pas par gentillesse, par nécessité. Elle savait que les criminels, quand ils veulent contrôler un récit, cherchent un visage. Élise était ce visage. Romain suivait dans la seconde voiture, furieux. Il n'aimait pas être à distance de son musée. Il n'aimait pas que la police prenne le lead. Mais surtout, il n'aimait pas qu'Élise soit dans la ligne de feu. Ils roulèrent vers la presqu'île, puis descendirent vers les quais. La Saône, noire, reflétait des lumières tremblantes comme des mensonges. Noémie parlait peu. Elle écoutait les infos de ses collègues. Contrôles au pont, surveillance des caméras urbaines, recoupement des plaques. Puis un message radio. « Capitaine, on a une piste. Un fourgon blanc, immatriculation partielle, repéré près de Saint-Jean. » Il s'est arrêté 2 minutes, puis est reparti vers Vèze. Noémie répondit « Suivez à distance, pas de contact. Je veux l'endroit où il se pose. » Élise sentit ses mains trembler sur ses genoux. « Vous pensez que c'est eux ?» Noémie répondit sans émotion. « Je pense que c'est un fil, et je prends tous les fils. » Le fourgon roula jusqu'à une zone plus calme, près d'anciens entrepôts. Vèze avait des coins où la ville semble oublier qu'elle est moderne. Des murs tagués, des hangars, des parkings vides. Le fourgon s'arrêta derrière une grille. Une silhouette descendit, puis une autre. Pas de précipitation, pas de panique, des gestes maîtrisés. Noémie fit signe à ses hommes. Ils se positionnèrent, discrets. Romain, dans l'oreillette, murmura « Vous attendez quoi ? On fonce. » Noémie répondit « On attend le cerveau. » Ils observèrent.
Une troisième personne arriva, à pied. Une silhouette fine, capuche, démarche tranquille. Élise sentit un choc. Même de loin, elle reconnut la posture. « C'est lui », murmura-t-elle. « Vincent. » Noémie se raidit. « Confirmation ? » ?»« Oui. » Noémie serra les dents. Tout se mettait en place. Vincent n'était pas seulement un messager. Il était un point de jonction. Ils virent Vincent parler aux deux silhouettes, montrer quelque chose sur un téléphone, puis pointer une direction. Les silhouettes acquiescèrent. Le fourgon se remit en mouvement. Noémie murmura « Il bouge l'objet ». Elle prit sa radio. « Interception douce, pas de tir. Je veux un arrêt contrôlé. » Ils suivirent à distance. Le fourgon prit une route qui longeait la Saône, puis s'enfonça vers une zone plus sombre. Et là, soudainement, il se passa quelque chose de déroutant. Le fourgon s'arrêta, devant une entrée de parking souterrain d'immeubles. Pas un hangar, pas une cache criminelle. Un immeuble normal. Vincent descendit. Il se tourna, comme s'il savait qu'on l'observait. Puis il leva la main, lentement, et fit un geste qui ressemblait à une invitation. Noémie murmura « Il nous a vus ». Romain gronda « C'est un piège ». Noémie répondit « Oui, mais c'est aussi une opportunité ». Elle fit signe à son équipe. Ils avancèrent. Vincent ne bougea pas. Il attendait devant l'entrée, comme quelqu'un qui a décidé de ne plus fuir. Noémie s'approcha, arme basse mais prête. « Vincent Marais, dit-elle, vous aimez les mises en scène ?» Vincent sourit tristement. « Capitaine Darzac, vous êtes venu vite ?» Noémie le fixa. « Où est le masque ?» Vincent répondit. « En sécurité. » Romain intervint, sortant de l'ombre, furieux. « Tu vas me le rendre !» Vincent posa son regard sur lui. « Vous voulez récupérer un objet. Moi, je veux récupérer une vérité. » Noémie serra la mâchoire. « Vous avez volé un bien culturel. » Vincent secoua la tête. « On a retiré un bien culturel d'un processus de blanchiment. Ce masque était un instrument. » Élise, tremblante, sortit de la voiture. Elle regarda Vincent et sa voix sortit plus cassée qu'elle ne voulait. « Pourquoi m'avoir impliqué ?» Vincent la regarda et sa réponse fut simple. « Parce que vous allez devoir choisir. » Noémie s'approcha d'un pas. « Choisir quoi ?» Vincent tendit un téléphone à Élise. « Appuyez sur lecture. » Élise hésita. Noémie fit un geste. « Faites-le. » Élise appuya. Une vidéo se lança. On y voyait un homme en costume, Arnaud Giraud, le contact de la Fondation, en train de parler lors d'un rendez-vous discret. La caméra cachée captait des phrases nettes. Une fois exposé ici, le dossier devient intouchable. Les journalistes valident, le musée valide. Après, même si quelqu'un doute, c'est trop tard. Élise sentit sa gorge se serrer. C'était exactement ce que Noémie avait décrit. Le musée utilisé comme tampon. La vidéo continua. Le public n'a pas besoin de vérité. Il a besoin d'une histoire propre. Élise eut la nausée. Romain, à côté, devint blanc. Noémie regarda Vincent. « D'où vous sortez ça ?» Vincent répondit. « De gens qui parlent trop quand ils croient être au-dessus. » Noémie prit le téléphone, stoppa la vidéo. « Vous venez de me donner une preuve, dit-elle. Mais ça ne justifie pas un vol. » Vincent répondit doucement. « La justice met des années. Eux, ils vont continuer demain. Avec un autre objet, un autre musée, une autre ville. » Il regarda Élise. « Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai choisi ?» Élise murmura. « Vous voulez que je parle ?» Vincent hocha la tête. « Vous voulez récupérer le masque ? Très bien. Mais si vous le récupérez sans dire la vérité, il gagne quand même. Parce que la fondation restera propre. Et le prochain objet sera placé. » Noémie inspira lentement. Elle comprenait.
Et elle détestait comprendre, parce que comprendre rend le monde compliqué. Romain, lui, n'en pouvait plus. « Où est le masque, bordel ?» Vincent le fixa. « Vous ne l'aurez pas ce soir. » Noémie se crispa. « Alors quoi? Vous nous faites du chantage ?» Vincent secoua la tête. « Je vous fais une proposition. » Il désigna la Saône, juste à côté, noire, lente, brillante. Le fleuve, c'est un code, un réseau. Des gens qui récupèrent des objets sortis illégalement. Ils ne sont pas tous propres. Ils ne sont pas tous justes. Mais ils ont une obsession. Empêcher le blanchiment par les institutions. Noémie demanda. « Et vous êtes qui dans ce réseau ?» Vincent répondit. « Un messager. Un relais. Un idiot utile, si vous préférez. » Élise serra les poings. « Donc vous avez volé le masque pour me forcer à dénoncer la fondation ?» Vincent hocha la tête. « Oui. » Noémie eut une lueur froide dans le regard. « Vous savez ce que vous risquez ?» Vincent répondit calmement. « Je sais ce que je risque depuis longtemps. » Il fit un pas en arrière, vers l'entrée du parking. « Vous avez deux options, Madame Vanier. Capitaine. Vous me menottez maintenant. Vous récupérez peut-être un morceau de l'histoire, et eux continuent. Ou vous utilisez cette preuve, vous éclatez la fondation, et le réseau du fleuve vous rendra le masque. Parce que leur objectif n'est pas de garder l'objet, c'est d'empêcher qu'il devienne propre. » Silence. Noémie regarda Élise. « C'est votre choix maintenant. » Élise sentit le poids tomber sur ses épaules. Elle comprit. Ce n'était pas un thriller avec une solution nette. C'était une histoire où la vérité coûte. Et au loin, sur la Saône, une péniche passa, lente comme un rappel. Vincent murmura « Le fleuve n'oublie jamais ». Le silence qui suivit la proposition de Vincent Marais avait une densité particulière. Un silence qui ne venait pas de la peur, mais de la responsabilité. Parce qu'à cet instant précis, Élise Vanier comprit une chose. Ce que Vincent venait de lui tendre, ce n'était pas seulement une preuve, c'était une arme. Et comme toutes les armes, elle pouvait sauver ou détruire selon la main qui s'en sert. Noémie Darzac gardait son arme basse. Elle n'était pas là pour faire du théâtre. Elle regardait Vincent comme on regarde un problème qu'on ne peut pas résoudre proprement. Romain, lui, avait ce regard de sécurité, binaire. Objet volé, tchara rendre. Intrus, chara arrêter. Tout le reste, chara bruit. « C'est du chantage », cracha Romain. Vincent ne s'énerva pas. Il avait ce calme de ceux qui ont déjà accepté qu'on les déteste. « Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça éviter le prochain. » Élise fixa la Saône. Le fleuve coulait sans se presser, comme si la ville était un détail. Elle pensa à cette phrase. « Le public n'a pas besoin de vérité. Il a besoin d'une histoire propre. » Elle sentit une colère froide monter, mais aussi une peur. Si elle parlait, le musée allait exploser. Si elle se taisait, elle devenait complice. Noémie rompit le silence. « Élise, vous êtes conservatrice. Vous n'êtes pas juge, ni flic, mais vous êtes un pivot médiatique. Si vous parlez, vous déclenchez un séisme. Si vous ne parlez pas, il gagne le narratif. C'est injuste. Mais c'est comme ça. » Romain fit un pas vers Vincent. « Donne-nous le masque, et tu racontes tes histoires au tribunal. » Vincent secoua la tête. « Si je vous donne le masque, la fondation dira « un vol isolé ». Fin. Et demain, il recommence. Élise prit la parole, d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. « Pourquoi vous croyez que je vais vous suivre ? Vous m'avez manipulé. » Vincent la regarda, et pendant une seconde, il n'avait plus l'air d'un stratège. Il avait l'air d'un homme fatigué. « Parce que vous êtes déjà dedans. Vous avez reçu l'enveloppe. Vous avez vu la vidéo.
Vous savez. Il marqua une pause, puis ajouta « Et parce que vous êtes la seule personne que j'ai vue, ce soir, qui a eu honte avant même d'être accusée. » Cette phrase frappa Élise comme un coup. La honte, oui. Elle l'avait ressentie quand elle avait vu la provenance trop propre. Elle l'avait étouffée parce que l'inauguration était importante, parce que la direction poussait, parce que Lyon mérite. Et maintenant, la honte ressortait, mais plus lourde, plus réelle. Noémie prit une décision. « Vincent, dit-elle, vous allez venir avec nous. » Vincent hocha la tête. Je savais. Romain eut un souffle de soulagement. Enfin, mais Vincent continua, sans bouger d'un centimètre. « Je viens, mais le masque ne viendra pas tant que le récit n'aura pas bougé. » Noémie serra la mâchoire. « Vous voulez quoi concrètement ?» Vincent répondit sans détour. « Une conférence de presse demain matin, au musée, où Madame Vanier dit publiquement que la provenance est contestée, que la fondation est suspecte et qu'elle demande l'ouverture d'une enquête indépendante. » Romain explosa. « Tu veux qu'elle ruine le musée ?» Vincent répliqua plus froid. « Le musée se ruine quand il sert de blanchisserie. » Élise ferma les yeux une seconde. Elle imaginait déjà les titres « Scandale au musée des Beaux-Arts »,« Œuvres volées et provenance douteuse, la conservatrice accuse ». Elle imaginait les mécènes furieux, le directeur paniqué, les élus qui se désolidarisent. Elle imaginait aussi autre chose, une chance de dire la vérité avant qu'elle ne soit recrachée par un scandale incontrôlable. Noémie regarda Élise. « Vous êtes capable de faire ça ?» Élise inspira. « Longtemps. »« Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. Vincent ajouta presque doucement. « Personne n'est capable. On le fait quand on n'a plus envie de se regarder dans le miroir en mentant. » Élise sentit ses mains trembler. Puis elle dit, comme si elle signait quelque chose. « D'accord. » Romain se tourna vers elle, choqué. « Élise, tu te rends compte ?» Élise le regarda. « Oui, et c'est justement ça, le matin du séisme. » À 7h30, le musée n'avait pas encore ouvert que déjà la direction était en panique. Le directeur, Patrice Delaunay, un homme au sourire institutionnel, faisait les 100 pas dans son bureau. Il avait reçu des appels, la mairie, des mécènes, la fondation Orphée. Tout le monde s'inquiétait, c'est-à-dire exigeait de contrôler l'histoire. Noémie avait imposé sa présence. Elle avait placé 2 agents en civil dans le hall. Romain, lui, n'avait pas dormi. Il était là, en uniforme, à moitié par loyauté, à moitié pour surveiller Élise, comme si elle était devenue dangereuse. Élise, dans un petit bureau, relisait sa déclaration. 3 paragraphes simples, sans poésie, sans accusation directe non prouvée. Juste doute sérieux, provenance contestée, nécessité d'enquête, transparence. Patrice entra sans frapper. « Élise, tu fais une erreur. » Élise leva les yeux. « Non, Patrice, l'erreur, c'était avant. » Patrice eut un rire nerveux. « Tu te rends compte de ce que tu vas déclencher ? On va perdre des financements. On va perdre des partenaires. Tu vas détruire ton service. » Élise répondit « Calme. Je préfère perdre des financements que perdre la vérité. » Patrice baissa la voix, plus agressif. « La vérité ou ton ego ? Parce que là, tu veux être la héroïne. » Élise sentit la phrase comme une tentative de salissure. Elle répondit, sans hausser le ton. « Si je voulais être héroïne, je me tairais et je ferais semblant d'être victime. Là, je prends un risque. C'est l'inverse. » Patrice allait répliquer, mais Noémie entra à son tour. « Monsieur Delaunay, dit-elle, si vous interférez, ça devient obstruction. » Patrice se figea. Son sourire institutionnel revint, mais vide.
Capitaine, je veux juste protéger mon établissement. » Noémie répondit, « Protéger un établissement, ce n'est pas protéger un mensonge. » À 9h ans, la conférence de presse commença dans une salle du musée. Micro, caméra, journalistes réveillés trop tôt et déjà excités par l'odeur du scandale. Le public aime les histoires propres. Oui, mais il adore encore plus les histoires sales quand elles éclatent. Élise s'avança. Les flashs crépitèrent. Elle sentit sa gorge se serrer, mais elle parla. Elle dit que le masque avait une provenance contestée, que des documents nouveaux soulevaient des doutes sérieux sur la légitimité du prêt, qu'elle demandait une enquête indépendante, qu'elle suspendait l'exposition, qu'elle regrettait de ne pas avoir poussé les vérifications plus tôt. Elle ne prononça pas « Fondation Orphée » comme une accusation. Elle la prononça comme une entité à éclairer. Puis elle finit avec une phrase simple. « Un musée n'est pas un endroit où l'on blanchit l'histoire. C'est un endroit où on la regarde en face. » Silence. Puis question, agressive, rapide. « Qui vous a donné ces documents ? Vous accusez qui ? Le masque est-il authentique ? Il a été volé ? » Noémie prit la parole à un moment pour calmer. Enquête en cours. Romain restait figé, visage dur. Patrice Delaunay semblait vieillir en direct. Et dans l'ombre, à l'extérieur du musée, un homme regardait la scène sur son téléphone. Arnaud Giraud. Il appela quelqu'un. Une seule phrase. Elle a parlé. Activer la contre-attaque. La contre-attaque. L'après-midi même, une vidéo apparut en ligne. Montage propre, musique dramatique, titres en gros. La conservatrice ment. On y voyait des extraits d'Élise sortis de contexte, des phrases coupées, et surtout une insinuation. Élise aurait orchestré la crise pour se faire connaître, pour nuire à la direction, pour prendre la place du directeur. Le plus violent n'était pas la vidéo, c'était la vitesse. Comme si la riposte avait été prête avant même qu'elle parle. Noémie, quand elle la vit, eut une expression rare, de l'inquiétude. Ils étaient prêts, donc ils s'attendaient à ce que vous parliez. Élise sentit son sang se refroidir. Donc Vincent avait raison. Romain, lui, ne disait rien. Mais on voyait qu'il se demandait, et si Élise était manipulée depuis le début ? Le soir, Élise rentra chez elle, avec une protection discrète. Elle se sentait observée. Son téléphone vibrait sans arrêt. Journalistes, collègues, amis qui demandaient « si ça va », ce qui veut dire « dis-moi ce que tu sais ». À 22h14, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « Tu as choisi. Maintenant, assume ». Elle eut un frisson. Au même moment, Noémie reçut une info. Vincent Marais, en garde à vue, demandait à parler à Élise. Urgent. Vincent tombe. Dans une salle d'interrogatoire, Vincent avait perdu son calme. Pas par peur de la prison, par peur que tout se retourne. « Ils vont vous détruire », dit-il à Élise dès qu'elle entra. Élise le fixa. « C'était prévu, non ? Vous m'avez poussé à parler. » Vincent hocha la tête, mais il y avait de la rage dans ses yeux. « Je pensais qu'ils attaqueraient la fondation. Pas vous directement. Là, ils veulent faire de vous le mensonge. Pour sauver leur histoire. » Noémie intervint. « Où est le masque ?» Vincent hésita. Puis il dit « Je ne sais pas l'endroit exact. Je sais le protocole. » Romain, derrière la vitre, serra les poings. « Tu te fous de nous ?» Vincent se pencha. « Écoutez-moi, le réseau du fleuve s'est compartimenté. Chacun sait une partie. Moi, je sais comment ils communiquent. » Il regarda Élise. « Et surtout, je sais qui est Sacha. » Élise se figea. « Qui ?» Vincent prononça le nom comme une bombe. « Mathias R., l'assistant logistique. Mais son vrai nom, c'est Mathias Delaunay. » Noémie se figea. « Delaunay,
Comme le directeur? Vincent hocha la tête. Son fils. Le sol se déroba sous Élise. Elle revit la liste de prestataires, le nom incomplet, le badge à moitié renseigné. Elle revit Patrice Delaunay et son obsession de protéger l'établissement. Elle sentit une nausée. Noémie sortit immédiatement. Elle prit son téléphone, appela un collègue. Vérifiez la filiation de Patrice Delaunay. Maintenant. Et où il était cette nuit? Vincent ajouta à la voix basse. Sacha n'est pas un justicier. C'est un gars qui veut réparer une histoire familiale. Et il utilise tout le monde, la fondation, le musée, même moi. Élise murmura. Pourquoi le directeur ferait ça? Vincent répondit. Parce que le masque n'était pas seulement un objet, c'était une dette. Le twist final, la dette du fleuve Noémie obtint confirmation en moins d'1 heure. Mathias Delaunay existait, étudiant en histoire de l'art, mais surtout ancien stagiaire dans la fondation Orphée, et employé temporaire via un prestataire ce soir-là. Tout était conçu pour le rendre invisible, comme un courant sous la surface. À 1 heure du matin, Noémie, Romain et Élise se retrouvèrent dans le musée fermé. Patrice Delaunay était là, convoqué. Il avait ce sourire qui tremble. « Capitaine, c'est absurde. » Noémie posa le dossier sur la table. « Votre fils a utilisé votre musée comme couverture. » Patrice pâlit. « Je ne savais pas. » Élise le regarda. « Patrice, dis-moi que tu ne savais pas. » Patrice la fixa, et pour la première fois, il n'avait plus de masque. « Je savais qu'il travaillait avec la fondation, dit-il. Je ne savais pas qu'il allait voler. » Mais il s'arrêta. Élise sentit son cœur se serrer. « Mais quoi ?» Patrice répondit, voix cassée. « Le masque appartenait à mon grand-père. Il l'a acquis après la guerre. C'était une honte familiale. Mathias a grandi avec cette histoire. Il a voulu réparer. Il a dit que si on l'exposait, on le rendait légitime. Alors il a voulu le retirer avant que ça devienne propre. » Romain explosa. « Donc, vous avez accepté le prêt en sachant que ça sentait mauvais. » Patrice répondit, presque en pleurant. « Je voulais que ça devienne propre, justement. Je voulais que ça se termine, que cette histoire cesse de nous coller. » Élise sentit une rage froide. « Vous avez voulu blanchir votre propre histoire avec mon musée. » Noémie, froide, conclut. « Et votre fils a décidé de contrôler la sortie du récit. » Patrice murmura. « Où est-il » Noémie répondit. « C'est à vous de nous le dire. » Patrice secoua la tête. « Je ne sais pas. » Et à ce moment-là, un bruit résonna dans le hall. Un pas, puis un autre. Romain se retourna immédiatement, main sur son toki. Tension. Une silhouette entra dans la lumière. Mathias, sans capuche, sans masque. Juste un jeune homme au visage fermé, les yeux fatigués. Il tenait une caisse. Il posa la caisse au sol. « Vous cherchez ça ?» dit-il. Élise sentit un choc. La caisse, le poids, l'évidence. Noémie leva son arme, contrôlée. Mathias Delaunay. Main visible. Mathias leva les mains lentement. Il ne tremblait pas. Il avait l'air d'avoir déjà fait le deuil de sa vie normale. « Je ne suis pas venu pour fuir, dit-il. Je suis venu pour finir. » Élise, malgré elle, demanda. « Finir quoi ?» Mathias la regarda. « Le mensonge. » Il se tourna vers son père. « Tu voulais rendre ça propre. Moi, je veux que ça soit vrai. » Patrice était en larmes. « Mathias, tu as détruit tout ce que j'ai construit. » Mathias répondit sans haine. « Tu as construit sur une honte. » Noémie s'avança. « Ouvrez la caisse. » Mathias obéit. Lentement. Le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, le vrai masque, celui avec la micro-rayure connue. La lumière le frappa, et pendant une seconde, tout le monde fut silencieux.
Même Romain, même Noémie, parce que l'or a ce pouvoir idiot de faire taire. Mathias regarda Élise. « Vous avez parlé. Vous avez fait ce que je n'ai jamais vu un musée faire, admettre le doute. Alors je rends. » Élise sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Tu pouvais le rendre sans voler ?» Mathias secoua la tête. « Non, s'il le blanchissait, c'était fini. Il devenait leur histoire. Je devais casser le processus. » Noémie menotta Mathias, sans brutalité. « Vous allez répondre de vos actes, dit-elle. » Mathias hocha la tête. « Je sais. » Puis il regarda Élise une dernière fois. « Le fleuve n'oublie jamais, mais parfois, il rend. » Épilogue. Le scandale secoua Lyon pendant des semaines. La fondation Orphée fut perquisitionnée. Des liens apparurent avec d'autres prêts miraculeux. Des experts furent interrogés. Des musées, ailleurs, commencèrent à vérifier leurs propres dossiers avec une peur nouvelle. Élise fut attaquée, salie, puis lentement réhabilitée. Pas comme une héroïne, comme quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait, au prix d'une carrière plus fragile. Romain, lui, changea ses procédures. Il ne fit plus confiance aux récits trop beaux. Noémie, elle, obtint ce qu'elle voulait. Une enquête qui dépasse un simple vol. Une enquête sur une mécanique de blanchiment culturel. Vincent Marais disparut du dossier, pas parce qu'il était innocent, parce qu'il avait été un pion, lui aussi, dans un jeu plus grand. Un pion qui avait eu la chance de survivre. Et la Saône continua de couler, indifférente, comme si elle répétait chaque nuit la même leçon. On peut mettre l'or sous verre, on peut mettre l'histoire sous vitrine, mais on ne met jamais un fleuve en cage. Et voilà, notre histoire se termine ici, dans le silence et dans l'ombre. Si cette enquête vous a plu, et si vous aimez ces récits calmes, sombres et immersifs, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Vous pouvez aussi laisser un like, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître, même quand on reste dans la discrétion. Et surtout, dites-moi en commentaire l'heure à laquelle vous écoutez, et si vous étiez plutôt team mystère ou team enquête pour la prochaine histoire. Maintenant, prenez une dernière respiration lente, relâchez les épaules, laissez les pensées s'éloigner et laissez le sommeil venir doucement. Bonne nuit et à très bientôt.